Bonjour et bienvenue à l'émission Parole au peuple, l'émission citoyenne ouascalienne au cœur des élections municipales. Comme vous le savez, les 20 et 27 septembre prochains auront lieu de nouvelles élections à Ouascal. À cette occasion, l'association ECAPI a décidé de renouveler l'expérience de l'année dernière, mais cette fois-ci en télé. Donc durant 3 jours, nous rencontrerons les candidats à la mairie de Ouascal qui auront accepté notre invitation. Accompagnés de citoyens ouascaliens, nous les questionnerons sur différents sujets et apprendrons à mieux connaître le profil et le programme de chaque candidat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la liste Ouascal écologique et solidaire avec Bernard de Wilder et Christiane Impong. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et donc, je vais vous présenter un petit peu le programme de l'émission. Donc, en première partie, que nous avons appelée le candidat et la liste, nous apprendrons à mieux connaître justement le candidat, sa vie, son parcours, son engagement politique surtout, et son engagement pour la ville. Ça sera pour nous l'occasion de faire connaissance avec le candidat, avec la liste et d'échanger en compagnie des citoyens ouascaliens présents aujourd'hui. Dans une deuxième partie, qu'on a intitulé Un projet pour les Ouascaliens, ce sera votre tour de présenter votre projet. Donc celui que vous menez, vous présenterez les grandes lignes forcément de ce projet-là, puisqu'on sera limité dans le temps. Et en troisième partie, on vous questionnera sur un certain nombre d'interrogations que les Ouascaliens nous ont fournies, et puis on échangera ensemble. Ça vous va ? Parfait. Ouais. Parfait. Donc, on va commencer par la première partie. Vous le savez, en plus de l'adhésion à un projet, les électeurs aussi portent leur choix sur les valeurs d'une liste, les valeurs d'une personne, et de la personne qui veut se présenter en tant que futur maire. Et justement, même si on vous connaît, on aimerait en savoir un peu plus. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la liste dans cette première partie? Alors, 2 préalables avant de commencer à parler de nous. Le premier préalable, vous remercier et remercier ECAPI pour cette initiative que je trouve extrêmement favorable à la démocratie, et je pense que Ouascal en a bien besoin. Merci déjà. Deuxième chose, il s'est passé ces derniers temps des événements tragiques. La photo du petit Yalan, je l'ai dans la tête depuis 2 jours. Elle m'a marqué. Je l'ai découverte dans les réseaux sociaux. Et je voulais dire que, avant de commencer, j'ai d'abord une pensée pour tous ces réfugiés qui essayent de quitter les foyers de conflits armés. Et je crois que Ouascal, comme les autres, doit être une ville solidaire, et elle doit le manifester à la hauteur, bien entendu, de sa taille. D'accord, merci à vous. D'ailleurs, il y aurait peut-être une question qui tourne autour de ça tout à l'heure, parmi les questions que vous poseront les citoyens qui sont sur le plateau. Alors, parlez de nous. J'ai envie plutôt de parler de nous que de parler de moi, seulement. D'abord parce que la démocratie en France, elle est relativement imparfaite, dans la mesure où elle donne beaucoup de pouvoir au maire dans une commune et pas assez à la collégialité. Je le dis de mon expérience, j'ai été conseiller municipal d'opposition, et c'est parfois dur d'être conseiller municipal d'opposition, et je crois qu'effectivement, on a encore des progrès à faire pour que le maire ne soit pas le seul maître à bord dans une municipalité. Nous avons connu une période qui reste une période relativement féodale, avec de mauvaises habitudes qui se sont acquises pendant 37 ans. Et puis, après la royauté, on a eu le bonapartisme. Et maintenant, certains nous prédisent la restauration. Je crois qu'il faut sortir de tout ça. Moi, je suis principal de collège retraité depuis peu. Sans ça, peut-être que je n'aurais pas pu faire la campagne que je fais. Je suis par ailleurs un militant engagé de longue date. J'ai adhéré au Vert à l'époque en 1991, mais c'était juste avant l'accession à la présidence de région de Marie-Christine Blandin. Et donc je fais partie de ces écologistes qui sont pas tout à fait des babacools et essayent de traduire dans la réalité
y compris dans leurs engagements professionnels, leurs idées, pour faire en sorte que les choses avancent. Voilà. Dans ma liste, dans notre liste, il y a 35 personnes dont l'âge varie entre 20 ans et 73 ans. C'est Jean-Pierre Lincel qui nous fait le plaisir d'être à la fin de la liste, et on est très content qu'il le soit. Hein. Et nous avons beaucoup de catégories de métiers, beaucoup de quartiers représentés. Je pense que tous les quartiers de la ville sont représentés, et représentés par des associatifs, des militants. Alors, pas loin d'ici, il y a l'ancien directeur de l'école Charles de Gaulle, donc Stéphane Landas, qui nous fait le plaisir d'être là. Hein. Donc on a bien entendu Christiane Impong, qui sera le numéro 2 de notre liste, que tout le monde connaît bien dans son engagement de conseillère municipale d'opposition. Et puis, on a des artistes, enfin des gens qui sont engagés sur le plan culturel. Je pense à François Bury, notamment. Et donc, on peut dire que ce qui caractérise cette liste, c'est que c'est une liste ancrée dans le monde associatif. D'accord. Christiane, un petit mot à rajouter ? Oui, bon, je pense que tu as dit l'essentiel. Moi, je voudrais simplement dire que je suis arrivée chez les Verts avec mes convictions de femme de gauche. J'ai été accueillie et j'ai trouvé chez eux, je me suis trouvée tout à fait en accord, et mes valeurs de gauche sont tout à fait respectées. D'accord. Donc voilà pour la première présentation, hein, brève, comme je vous l'avais dit. Donc on en sait un peu plus maintenant sur vous, sur les valeurs que prônez par Ouascal écologique et solidaire. On va rentrer un peu plus dans le détail. Puisque forcément, derrière chaque liste, il y a un projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce projet ? Alors il y a 3 axes à ce projet. L'axe de la solidarité, faire société, vivre mieux ensemble, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe de l'écologie au quotidien, tout ce qu'on peut faire, qui d'ailleurs ne coûte pas très cher, pas nécessairement très cher, pour que notre ville soit à la hauteur des défis du XXIe siècle. On est en train de préparer une conférence sur le climat. Nous pouvons apporter notre pierre, et nous pouvons faire en sorte surtout que, nous satisfaisions les besoins présents de tous les gens. Et là-dedans, il y a bien entendu les problèmes d'emploi, tout en répondant aux nécessités de l'avenir des futures générations. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, pour réussir tout ça, c'est donner du souffle à la démocratie, passer à la démocratie 2.0. J'ai dit à quel point le fonctionnement même d'une municipalité induisait certains dysfonctionnements. Et je dis, on est passé de la monarchie au bonapartisme. Je crains la restauration. Il faut donc absolument proposer des choses pour faire vivre la démocratie à Ouascal, en associant davantage les citoyens. D'accord. Trois grandes parties. La solidarité, l'écologie et les citoyens, c'est ça ? Et la démocratie 2.0. Alors, on va essayer de détailler quand même un peu plus chaque point. Le premier point, la solidarité. La parole à Christiane. Alors la solidarité dans la ville de Ouascal, c'est d'abord un acteur, pour moi en tout cas, c'est le CCAS. CCAS qui n'est que l'ombre de lui-même, et qu'on pourrait largement développer et consolider. Vous avez des idées justement par rapport à ça ? CCAS, le développement qui pourrait être possible ? Oui, bien sûr, on a des tas d'idées qui forcément ne coûtent pas forcément cher non plus d'ailleurs, mais bon, il faudrait déjà faire un état des lieux de l'existant, parce que depuis le temps qu'il n'y a rien eu de fait, si je puis dire, je pense qu'il y aura des priorités qu'on ne peut pas définir à l'heure actuelle. Ce sera en fonction de ce qu'on va trouver, en quelque sorte.
Bon, il y a évidemment les actions en faveur des populations fragilisées. Il y a les actions en faveur des aînés. Bon, vous n'ignorez pas que le fameux colis, hein, maintenant, il va falloir bientôt avoir 100 ans pour y avoir droit. Bon, il y a également tout ce qui concerne la jeunesse. Bon, c'est un vaste chantier au Wascal que la jeunesse, sans parler des ados, évidemment. Donc, j'ai fait un certain nombre de propositions en arrivant donc chez les Verts et elles ont été retenues. Votre plaquette détaillée, alors on a eu la petite plaquette de présentation de votre liste. C'est la plaque, il y aura cette plaquette uniquement ou il y aura un programme plus... Il y aura deux types de supports qui vont exister. D'une part, une plaquette de 12 pages qui est en préparation, qui devrait sortir au début de la semaine prochaine. Mais surtout, avant ça, pour les mordus d'Internet, eh bien, il y a déjà en ligne une partie de nos propositions qui est d'ailleurs plus développée, parce que le support Internet permet aussi de mettre plus de choses, et donc avec des argumentaires. Donc on a mis en ligne nos 12 propositions phares, qui sont l'axe de notre programme, et également nous avons mis en ligne la partie démocratie qui inclut d'ailleurs le volet des relations avec les associations. Il nous semblait normal qu'à la veille du 5 septembre, Forum des associations, on fasse figurer nos propositions sur le monde associatif. Voilà. On invite les personnes qui souhaitent voir plus en détail le programme de Wascal écologique solidaire d'aller sur le site internet de la liste pour voir en détail toutes les propositions, enfin les 12 propositions en tout cas, phares que sont proposées par la liste Wascal écologique et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le deuxième point dont vous nous avez parlé, l'écologie et le citoyen? Alors, sur l'écologie, il faut d'une part commencer à réconcilier Wascal avec la nature. Il y a énormément d'atouts à Wascal. On a un canal, la Marque également. On a la possibilité de valoriser cet aspect-là. C'est très important. Or, dans le passé, on a sacrifié certains espaces verts, je pense en particulier au jardin du Capro pour construire des maisons. On a diminué un espace vert qui se trouve à proximité de la rue Delru, d'ailleurs un espace vert qui est délaissé, qui sert uniquement pour les promeneurs avec leurs chiens. Donc on a petit à petit donc diminué la place de l'espace vert. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste qui est importante, c'est que l'urbanisme de la ville est anarchique, selon nous, et en particulier ne respecte pas un minimum de règles. Nous souhaitons débattre avec la population des règles d'urbanisme qui pourraient être mises en place en lien avec la métropole. Ce qui se passe, par exemple, dans la rue Lucien-Viseur est, de notre point de vue, donc un problème sérieux. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe là-bas. Dans la rue Lucien-Viseur, donc il y a effectivement des gens qui ont acheté un terrain pour y faire un immeuble. Bien entendu, jusqu'à preuve du contraire, on va vérifier. D'ailleurs, on va aider les gens à vérifier quel est le permis de construire, parce que les habitants à proximité ont le droit à rester en tribunal administratif si effectivement il y a des erreurs. Mais l'une des difficultés, c'est que les règles d'urbanisme ne sont pas suffisamment précises. Il semble que la personne qui veut faire cet immeuble ait trouvé une faille pour construire cet immeuble à cet endroit-là. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus précis dans les documents d'urbanisme, et je pense que pendant 37 ans, on a laissé construire n'importe quoi, n'importe où. Donc, et ça, c'est un vrai problème. Et en même temps, il faut bien concevoir que dès lors qu'on construit des maisons, on crée du flux, du déplacement, du stationnement. Et donc, il faut intégrer ça dans notre réflexion. C'est un autre point. Souvent, Wascal est encombré tous les matins, tous les soirs à certains endroits. Et donc, il faut réfléchir aussi à d'autres modes de déplacement alternatifs,
bien entendu, ne pas le faire sous la contrainte, mais c'est effectivement une possibilité. Nous proposons, par exemple, le développement, bien entendu, des transports en commun. Je pense en particulier au Capro, qui n'a pas suffisamment de lignes fixes. Je pense également au développement des axes cyclables sécurisés, parce que pour l'avoir fait régulièrement, descendre la rue Louise Michel ou remonter la rue Colly à vélo, c'est pas forcément évident quand il n'y a pas de piste cyclable. Et d'autre part, il y a une chose qui est beaucoup utilisée dans certaines communes, qui connaît un certain développement, c'est le covoiturage. Pour les entreprises comme pour les Ouascaliens, c'est une chose qui peut tout à fait s'envisager. Voilà trois pistes possibles. Il y en a d'autres. Il y a également deux sujets qui me semblent importants. Le sujet de l'alimentation. La malbouffe, on sait tous ce que ça veut dire. Hein. On sait souvent que ce sont les populations les plus pauvres qui sont soumises à cette malbouffe. Donc agir pour une qualité de l'alimentation en ville, dans la restauration collective, en introduisant du bio et du local, c'est tout à fait possible. Nous allons faire venir le 14 septembre prochain Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Grande-Synthe, ville de 20 000 habitants, donc c'est tout à fait 21 000 habitants, donc c'est tout à fait une taille comparable à celle de Ouascal. 70% de logements sociaux, nous on en est loin, donc ville pauvre. Hein. Donc dans cette ville, les restaurants scolaires servent de la bio à 100%. Il y a des jardins partagés qui permettent aux habitants de se servir, y compris d'aller jardiner chez eux. Il y a toute une série d'actions qui sont menées sur l'alimentation qui permettent à tous les citoyens de manger correctement. Dernier axe, la place de l'animal dans la ville. Nous souhaitons qu'il y ait un élu délégué à la condition animale dans la ville. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour gérer les animaux domestiques, gérer la propreté de ces animaux domestiques, gérer également la faune sauvage. Je pense effectivement que nous avons perdu des quantités innombrables d'oiseaux, par exemple de variétés d'oiseaux dans la ville. Donc ce sont ces sujets qui permettent effectivement d'être traités. Voilà. D'accord. Donc on a fait un peu le tour, je pense, du projet. Vous avez donné des axes de travail de votre projet. Donc si vous voulez bien, on va passer à la troisième partie, la plus intéressante, même si le projet est bien intéressant, mais on va dire la plus interactive. C'est le mot adéquat. Donc on va passer à la troisième partie, les questions du peuple. Alors désormais, on va donner un petit peu la parole aux citoyens qui sont en face de vous. Ils vont vous questionner sur différents sujets, rebondir peut-être sur des choses que vous avez dit, effectivement des propositions, des choses qui existent déjà sur Ouascal. Voilà, je vais laisser la parole à mes amis qui sont sur ma gauche. Qui va commencer, Salem ? Oui. Donc, moi, la première question serait de connaître votre point de vue sur la politique menée sur la commune ces 15 derniers mois, notamment sur l'urbanisme, et plus précisément du côté du parc La Plaine des Jeux. Alors, moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que pour moi, je ne distingue pas forcément ce qui s'est passé dans les 37 ans précédents et dans les 15 mois qui se sont passés. Je renvoie dos à dos, je le dis très clairement, l'équipe du CREI et l'équipe Vignoble-Anicotte. Vignoble-Anicotte. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que En matière d'urbanisme, on a fait des erreurs pendant effectivement une vingtaine d'années. Et donc, je constate effectivement que petit à petit, les espaces verts ont diminué. Petit à petit, les activités ont périclité dans un certain nombre de domaines. Et donc, je mets un point égal sur l'urbanisme entre l'équipe Vignoble-Anicotte et l'équipe
Ducret. Merci. Ouais, je voudrais rajouter qu'on a même peut-être franchi un cran de plus avec Madame Ducret. Je ne sais pas si vous êtes allé au conseil municipal. À tous. Hein, voilà. J'ai bien été, moi, incapable de reconnaître les élus dans la rue, puisqu'on les voyait que de dos. Et j'ai trouvé ça vraiment insultant pour les Wascaliens. Une autre question? Je vais me permettre de vous poser la question suivante. La gauche très minoritaire lors des élections 2014 partira encore plus divisée que l'an dernier, puisqu'il y aura 3 listes. Pourquoi ne pas avoir fait d'alliance avec les autres listes? Première chose, nous avons effectivement fait une alliance avec le Parti socialiste à l'époque. On a vu le résultat, c'était 9%. 9%, ça correspond au score que j'ai fait au cantonal. Alors, la dernière fois, c'était bien l'année dernière, en 2014, les dernières élections municipales. Voilà. On avait eu la liste écologique et puis socialiste qui était... Donc il fallait s'interroger. Et par ailleurs, dès lors que nous avons annoncé que nous fusionnions avec le Parti socialiste, on n'a plus eu l'occasion de défendre nos thématiques, plus eu l'occasion de parler de nos propositions. Alors, voilà. Donc c'est instruit de cette expérience qu'on a essayé de faire autrement. En gros, vous êtes en train de dire que l'année dernière, le projet socialiste ne représentait pas les valeurs prônées par les ça veut listes dire que vous aujourd'hui. Le type de campagne, ça ne veut pas dire tout à fait ça. Hein, parce que le problème, c'est qu'un document écrit, ça ne suffit pas. Distribué en boîte, ça ne suffit pas. Il y a le type de campagne. Le type de campagne, le portage de la campagne n'a pas permis de défendre nos propositions. Et on est passé à la trappe. Nous avons rencontré Jérôme Dehénin pour lui dire ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, nous lui avons proposé d'être derrière nous. Il n'a pas voulu. Il a souhaité mener sa liste, c'est sa responsabilité. Nous avons rencontré, par ailleurs, le Front de gauche. Nous lui avons fait des propositions écrites. Il ne les a pas acceptées. Et enfin, je veux dire que nous avons eu l'occasion de rencontrer, donc avant les vacances d'été, dès le début juillet, l'équipe Génération Wascal, et nous avons essayé de voir s'il y avait possibilité de faire quelques petites choses ensemble. Il s'est avéré que, eh bien, ça n'était pas possible. Nous aurions le temps, nous aurions fait, comme on le fait maintenant, des primaires à gauche. Nous l'aurions proposé. Effectivement, ça aurait permis de savoir qui était le mieux placé pour rassembler derrière lui. Ça n'a pas été possible, vu les délais impartis. Et donc, la primaire à gauche, elle a lieu au premier tour. Et j'espère bien que nos propositions, les porte-à-porte que nous faisons, permettront de montrer qui porte le mieux les valeurs de gauche dans cette ville. Pour rebondir un peu, ce que vous dites au niveau des enfin, vous dites que le premier tour sera un peu pour vous les primaires de la gauche, mais est-ce que vous n'avez pas peur que justement ce qui s'est passé en 2014 se reproduise, c'est-à-dire qu'aucun candidat de la gauche soit au deuxième tour? Bien sûr que j'ai peur. C'est pour ça que nous allons faire le porte-à-porte pour rencontrer plein de gens, pour faire en sorte que, eh bien, dès le premier tour, notre liste fasse plus de 10% et que, effectivement, on aille chercher les électeurs, y compris ceux qui se sont abstenus. C'est un vrai combat. Et nous avons 15 jours pour le faire. En même temps, l'union, donc avec des formules qui n'ont pas marché, on est sûr que ça va obtenir le même résultat. Voilà. Depuis quelques mois, on a vu émerger des blocs politiques anonymes sur Wascal, notamment le Wascal Libre, les Raoul, Wascal Vérité. Est-ce que vous consultez ces blogs et qu'est-ce que vous en pensez? Je consulte ces blogs par pragmatisme. Par pragmatisme. Cela dit, je désapprouve ce procédé. Je pense qu'il faut savoir faire de la politique au grand jour. Nous avons dénoncé en son temps. D'ailleurs, à un moment donné, nous avons très clairement indiqué que nous ne participerions pas au Raoul.
hein. On l'avait indiqué très clairement. On l'a dénoncé en son temps parce qu'on pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On fait de la politique, surtout que l'angle sur lequel on faisait de la politique, c'était qui vient avec qui rencontre qui. Et on le voyait par le petit bout de la lorgnette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des projets et de parler de la situation des Ouaskaliens, pas de parler de qui rencontre qui à tel moment. Voilà. Le petit bout de la lorgnette, ça ne m'intéresse pas. Justement, concernant la situation des Ouaskaliens, nous faisons de plus en plus face à des problématiques de garde d'enfants au niveau des crèches, au niveau des centres et au niveau des garderies. Comment pallier justement à ce problème? Sûrement pas en faisant ce que Madame Ducré voudrait faire, en mettant des crèches privées qui seront réservées à certains enfants de la ville. Là, il faut mener vraiment une politique beaucoup plus près des gens et avec les besoins des gens. Alors encore une fois, je ne vais pas vous répondre, je ne vais pas vous donner une réponse toute faite. Ça dépend du bilan qui doit être fait de l'existant. Moi, je pars du principe qu'il faut l'équité dans chaque quartier. Bon, ça doit tenir compte également du nombre d'enfants dans les quartiers. Vous voyez, ce sont tous ces éléments-là qui vont nous amener après, avec les conseils de quartier, évidemment, à définir les besoins réels et les adapter. Moi, je ne suis pas du tout pour les crèches privées. Je pense que les municipalités ont un rôle fondamental dans l'avenir des enfants. C'est primordial à mes yeux. En ce qui concerne les Raoul, je voulais dire que moi je lis les Raoul. Bon, bien souvent, je trouve ça un petit peu. Je trouve pas le niveau très élevé. Ça m'est arrivé d'intervenir parce que je trouvais que j'avais quelque chose à spécifier et je l'ai fait, je pense, à 2 ou 3 reprises et en mettant mon nom à chaque fois. Et sur l'autre blog? Pardon? Sur l'autre blog politique, il y a les Raoul, le Ouaskaliens? Non, jamais. Non. Ça m'arrive. Oui. Ça m'arrive. Bon, il y a quand même des informations qui passent et qui ne sont pas inintéressantes. Mais j'aurais aimé que on voit un visage, qu'on mette un visage derrière ces blogs. Ça peut du moins, il y a des liens sur les programmes, ce qui me semble extrêmement intéressant. Une autre question? Oui, on va en venir au TAP. On sait que beaucoup de communes aujourd'hui font payer les activités périscolaires, étant donné que les dotations de l'État ont baissé. Donc pour les TAP en 2016... Temps d'activité périscolaire pour ceux qui ne suivent pas la chose. Comptez-vous faire payer ces TAP en 2016? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que nous considérons que l'éducation doit être gratuite. Ça, c'est un principe. Alors, en même temps, il faut bien donc constater que le désengagement de l'État existe et que ça suppose effectivement qu'on calcule de très près. Et donc, on dénonce le désengagement de l'État depuis l'époque Sarkozy. On ne la découvre pas maintenant, même si il se trouve qu'on est d'autant plus peiné que ce sont des gens qui se sont réputés de gauche qui font ces coupes. Donc on se battra aussi pour que l'État assume sa part. Concernant le contenu des TAP, nous pensons qu'il est nécessaire de revoir le projet éducatif global et puis d'associer les parents d'élèves à la redéfinition, à la remise à plat de tout ça pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Au cas où vous seriez élu maire en fin du mois de septembre, quelles seront vos indemnités, d'une part, celles de vos élus, et comptez-vous partager les délégations avec les élus de l'opposition? Alors, premièrement, nous prévoyons dans notre programme de baisser de 25% toutes les indemnités des élus. Voilà, l'enveloppe globale de 25%. En ce qui me concerne, je suis retraité cadre de la fonction publique. J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je bénéficie d'une indemnité supplémentaire en tant que maire. Ça, c'est mon engagement personnel. Je mange normalement
Je pense que je n'aurai pas de frais de bouche excessifs et que donc on peut faire des économies sur ce plan-là. Concernant les rapports entre la majorité et l'opposition, la majorité, c'est un projet. Donc ça veut dire qu'on partagera toutes les délégations, y compris avec des conseillers municipaux délégués, au sein de la majorité. Néanmoins, nous souhaitons que l'ensemble des commissions mises en place soient présidées de manière paritaire, c'est-à-dire autant de présidences dirigées par des membres d'opposition que de la majorité. Et en même temps, nous estimons qu'il est nécessaire de respecter l'opposition en fournissant les documents dans des délais convenables, et pas comme c'est le cas actuellement, hein, en revoyant le règlement intérieur, en s'appuyant sur des propositions. Il y a une association qui s'appelle l'ADELS qui a défini justement une charte qui définit les droits des élus minoritaires. On s'appuiera sur cette expérience. Voilà, on ne veut pas d'une opposition fantoche, hein, on veut une opposition active et qui propose. Donc, toujours concernant les dépenses, mettrez-vous en place un contrôle strict des dépenses de fonctionnement? Oh oui, oh oui, parce que le gros problème de notre commune, il a été dévoilé dans un document qu'il faut tout le temps avoir à mémoire, c'est le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes. En effet, il faut regarder de très près notre fonctionnement parce qu'il y a eu de graves dérives. Et d'ailleurs, les promesses électorales de Stéphanie Ducret concernant la baisse des impôts n'ont pas pu être tenues parce que on ne change pas comme ça l'orientation d'une commune, comme ça. Pourquoi il faut revoir les dépenses de fonctionnement? D'abord parce que la commune de Ouascal, elle investit très peu. Elle n'a plus les moyens d'investir. Quand vous regardez à côté l'école Charles de Gaulle, c'est une passoire thermique. C'est une passoire thermique. Ça veut dire qu'on peut mettre des rustines. Il n'y a pas de réflexion de fond sur la réhabilitation de cette école. Il faut qu'il y ait des marges de manœuvre. Il faut qu'il y ait de l'investissement, en particulier pour les écoles, pour que tous les bâtiments publics progressivement, et je pense qu'il faut commencer par l'école qui a été construite du temps de M. Herman, donc Charles de Gaulle, toutes les écoles, progressivement, ne soient plus des passoires thermiques, qu'on ne dépense plus un fric fou pour chauffer et pour que ce soit confortable. Donc il faut de l'investissement. Et pour qu'il y ait de l'investissement, eh bien, il faut effectivement regarder d'un peu plus près les frais de fonctionnement. Pour ce qui nous concerne, nous ne ferons pas non plus de promesses, nous ne ferons pas de promesses concernant la baisse des impôts. Par contre, nous souhaitons que le budget de la commune soit décidé à l'issue de consultations dans une démarche participative. Donc on fera un budget participatif et on fera un référendum où on proposera 2 ou 3 hypothèses aux habitants pour qu'ils se prononcent en tenant compte des réalités qu'on aura exposées. Mais la réalité que je tiens à exposer, c'est pas simplement l'argent, c'est aussi le patrimoine de la commune qui se dégrade. D'accord. La démocratie participative, d'ailleurs, ça s'inscrit je pense, dans le petite présentation, c'est quelque chose d'important aussi dans votre projet. Hein. Vous voulez faire appel aux Ouaskaliens sur des sujets importants qui impactent la ville. Hein. Une autre question ? Oui, alors on parlait budget, justement, depuis plusieurs mois, on entend parler de la ville surendettée, prête à être mise sous tutelle. Savez-vous réellement où on en est ? Alors, il ne faut pas faire de catastrophisme. Hein. La ville s'est désendettée depuis les années 2010. Il y a eu quand même une prise de conscience du fait qu'elle s'était trop endettée. Hein. Donc, il ne faut pas crier au loup. Hein. Mais je crois que l'argument a été sorti pour justifier du fait qu'on ne pouvait pas, cette année, tenir la promesse de baisse de 3% de la fiscalité, hein, en particulier pour la taxe foncière. Donc la situation n'est quand même pas fameuse, en particulier parce que notre commune n'a pas les moyens d'investir. Depuis plusieurs années, les dirigeants associatifs entendent parler de la mise en place de critères objectifs concernant les subventions. Comptez-vous les mettre en place ?
Je m'explique. Depuis des années, les subventions sont plus fixées par rapport à l'histoire d'une association X ou Y que sur le bien fondé ou sur le projet en cours de réalisation. Je voudrais modifier un petit peu ce que vous dites. Sur l'histoire de l'association peut-être, mais c'était aussi beaucoup la tête du client. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, les critères objectifs, on va les définir avec les associations elles-mêmes dans le Conseil de la vie associative. En même temps, les critères objectifs, c'est les gens qui fréquentent aussi. Et de ce point de vue-là, par exemple, quand on regardait le club de foot du Capro, et qu'on regardait avec le SW Club, hein, pas la SEM, hein, parce que la SEM, c'est autre chose, hein, on s'apercevait déjà qu'il y avait des différences de critères. Hein. Donc ça, c'est mes amis Christian Impong et puis également Ignace Motte, surtout, qui au conseil municipal, quasiment à chaque fois qu'on discutait du budget des associations, relevait ces anomalies. Donc on a relevé ces anomalies et il faut qu'il y ait de la transparence. À Ouascal, on ne peut pas tout faire, mais on doit faire les choses bien. Il faut aussi que les associations répondent réellement aux besoins des Ouascaliens. Je pense qu'il est absolument indispensable de favoriser tout ce qui accueille notre jeunesse, tout ce qui est porteur de bien-être dans le quotidien des Ouascaliens. Et pas viser un élitisme qui va concerner... je me souviens par exemple de l'association de M. Anicotte, cyclisme, je ne sais plus quoi, team quelque chose. Ouascal, oui, voilà, où il n'y avait aucun Ouascalien et où on donnait une subvention énorme pour des gens qu'on ne connaissait même pas. On avait proposé, nous, à l'époque, que ces gens qui étaient des cyclistes hors pair fassent au moins quelques apparitions dans la ville de Ouascal et notamment dans les écoles pour montrer un petit peu aux enfants comment entretenir un vélo. Justifier un petit peu la subvention qu'ils voilà, attribuée. rendre en quelque sorte un peu de ce qu'ils avaient reçu, mais on a toujours une fin de non-recevoir. Ce qui est bien quand même, il faut le reconnaître, c'est qu'on a supprimé la subvention au team, c'était nécessaire, et la subvention cette année, et on a supprimé la subvention au rallye d'Ypres, qui est totalement une aberration. Hein, c'était totalement au rallye d'Ypres. On donnait de l'argent pour une manifestation qui n'avait aucun impact sur la commune. Ouais, voilà, sauf de faire beaucoup de bruit et beaucoup de pollution. Et en plus, ouais. Et justement, alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision de baisser justement cette année de 5% la subvention, donc de manière unanime, la subvention à toutes les associations, aucune subvention également pour toutes nouvelles associations, on peut le dire, dont la nôtre. Ouais, moi, je dirais que c'est un manque de courage de la part de la municipalité actuelle. Plutôt que d'étudier les demandes et de se positionner clairement. Apparemment, il y a une étude de chaque dossier. Hein. Le dossier, comme vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un dossier assez volumineux. Il y a eu une étude, sauf que la décision a été effectivement... Après l'étude, il aurait dû y avoir un positionnement. Il n'y a pas eu. C'est là que je dis qu'il y a eu un manque de courage. Justement, moi, c'est une question vraiment naïve. Comment se fait-il qu'une association comme celle-ci, donc ICAPI, a énormément de difficultés à obtenir un local? Je ne peux pas m'expliquer ça autrement que par la défiance du maire. Voilà, c'est tout. C'est un positionnement politique. Alors, pour continuer un peu sur le monde associatif, on parlait tout à l'heure, Slimane parlait de 5% donc, qui ont été retirés à chaque association. Connaissez-vous l'impact réel qu'il y a eu cette année sur le tissu associatif local? Alors, il faut qu'on affine tout ça, mais ce qui est vrai, c'est que si vous supprimez 5% à une association qui a 100 000 euros, c'est pas la même chose que si vous supprimez 5% à une association qui a 5 000 euros. Donc ça veut dire que ça a pénalisé effectivement les plus faibles, hein, alors qu'il y avait peut-être un peu de marge. Il y a une chose quand même, il y a quand même des associations
qui avaient des subventions, ou des structures sous statut associatif qui avaient des subventions qui étaient quand même importantes, très importantes, en tout cas qui dépassaient les 23 000 euros. Celle-là, peut-être, aurait-elle pu contribuer un peu plus, effectivement, au rétablissement des finances publiques. Et en même temps, ce qui nous semble important, c'est qu'il faut aider les associations à chercher d'autres financements. Ça, c'est très concret. Voilà. Pour vous donner une petite idée, en 2014, le vote des subventions était à hauteur de 1 692 829 euros. En 2015, le vote des subventions pour les associations a été de 1 312 505 euros. Et on nous parle donc de 5% de baisse pour les associations. Alors, soyons clairs. La ville de Ouascal a, de manière, donc sous la direction de messieurs Vignoble et Anicotte, a effectivement largement arrosé certaines associations, tandis que d'autres, c'était Capro par exemple, avaient des financements qui étaient bas. Et ça a conduit effectivement à des subventions très importantes aux associations. Par rapport à d'autres communes de 20 000 habitants, les subventions aux associations représentent un montant très important. Donc nous, on pense que faire preuve de rigueur, c'est important dans ces affaires-là, mais que le rabot ne doit pas s'imposer. Il doit être juste, la bonne gestion, c'est regarder les choses, avoir des critères objectifs. Je l'ai dit, le nombre d'adhérents dans la ville, le rayonnement, les objectifs. On parle de contrat d'objectifs. Je dis, une association qui touche plus de 23 000 euros, elle doit justifier d'objectifs précis pour obtenir sa subvention. D'accord. Donc pour information, vous dites qu'on est largement au-dessus de la moyenne des villes de 20 000 habitants. C'est pas tout à fait vrai, puisque la moyenne sur le Nord-Pas-de-Calais, notamment, d'engagement des municipalités sur les associations est de 22%. Et ensuite, on compte pas les grosses villes, effectivement, comme Grande-Sainte, enfin pas Grande-Sainte, Gravelines, qui a, lui, effectivement, l'avantage d'avoir des subsides supplémentaires. Oui. Mais sinon, la moyenne est à 22%. J'ai d'ailleurs les chiffres. Alors, attention, ne comparons que ce qui est comparable. Bon, d'abord, Grande-Sainte, certes, a une population pauvre, et donc, par exemple, la taxe d'habitation ne rapporte pas beaucoup, mais a d'autres ressources. D'autre part, il y a des associations qui rendent des services extrêmement importants aux communes. Ce qui est vrai, c'est que, donc, par exemple, on a sous statut associatif, on peut avoir des structures d'insertion qui peuvent exister, qui peuvent rendre des services aux personnes âgées, etc., etc. Des crèches. La réalité, et donc effectivement, ça rentre sous le statut associatif. Ça n'est pas forcément le cas à Ouascal. Donc moi, je maintiens ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut faire le rabot, mais je dis qu'il faut dépenser mieux, de manière plus juste en tout cas. Voilà. Oui, là, à Ouascal, on a une majorité d'associations de loisirs uniquement. Alors justement, on parle d'association, on va en parler d'une belle d'association, qui est celle de la Ferme de Haut. Il y a eu pas mal de mouvements, de bruit sur cette association. Si vous êtes élu en septembre, donc à la fin du mois, déjà, que souhaitez-vous faire du bâtiment, de ce bâtiment municipal, de la Ferme de Haut? Est-ce encore une structure associative? Je pense qu'on peut se poser la question. Et souhaitez-vous laisser la gestion de ces lieux à l'association, donc la Ferme de Haut, qui la gère depuis maintenant 33 ans? Alors, on est clair. On désapprouve totalement la politique de chantage qui a été faite par la majorité précédente, donc, qui consistait à dire on vous donne une subvention, moyennant quoi on veut rentrer au conseil d'administration. Ça ne marche pas comme ça. La vie associative doit être autonome. Ça, c'est une chose. En même temps, l'association Ferme de Haut doit rester association et elle doit être soumise à un contrat d'objectifs précis sur les objectifs pédagogiques,
sur les objectifs en termes de fréquentation, etc., etc. Et ce que nous souhaitons, c'est que par exemple, et ça renforcerait d'ailleurs à la fois son projet et en même temps son indépendance, qu'elle se rapproche d'un certain nombre de structures, comme la Maison régionale de l'écologie et de la solidarité, et comme les CPIE, les centres permanents d'initiation à l'environnement. Ça peut être une ressource pour elle, et petit à petit, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée qu'ils se disent, tiens, si on devenait un centre permanent d'initiation à l'environnement, il n'y en a pas sur la métropole, et en plus on a un cadre intéressant. Voilà une piste qu'on leur proposerait. Maintenant, c'est leur liberté, et bien entendu, un contrat, c'est un contrat. C'est pas vous êtes obligé de faire ceci. Justement, à côté de la ferme de Haut, il y a la plaine des Jeux, qui est dévisagée aujourd'hui, plus de jeux en bon état. Quel projet avez-vous pour cet espace? Et si vous en avez un, est-il en commun avec celui de la ferme de Haut? Oh, moi je dirais que oui. Ça me semble important de lier les deux, puisque c'est un espace tellement proche déjà qu'il n'y a pas lieu de différencier de la ferme. Et je pense que ça permettrait de faire justement un projet d'ampleur beaucoup plus importante que ce qu'il y a actuellement. Bon, c'est vrai que on a vu avec plaisir arriver des jeux et on est tous malheureux de les voir complètement démolis au bout de quelques mois. Là encore, il faudra peut-être repenser l'ensemble de ce complexe. Il faudra peut-être fermer, je ne sais pas, il y aura sûrement une solution, mais on ne peut pas non plus acheter des jeux qui coûtent une fortune pour qu'ils soient détruits 3 mois après. C'est trop malheureux. Et... Fermer la grille d'accès, c'est ça que vous voulez dire? Fermer l'espace, avoir un moyen de contrôle le soir pour empêcher les gens qui veulent détruire d'y arriver. À propos de jeux, ce que nous souhaitons, c'est pas qu'il y ait des jeux uniquement à la plaine de jeux, mais qu'il y en ait dans un certain nombre d'autres espaces des différents quartiers. Donc ça suppose une politique d'équipement progressive, que ce soit au Capro, que ce soit également à l'Orée du Golfe, au Vinage, essayer de faire en sorte que les différents espaces verts puissent disposer d'espaces de jeu. Je pense effectivement au square qui se trouve rue Delru, où il n'y a rien. Il y a rien. Je voudrais commencer à aborder le thème un peu de la jeunesse. Depuis plusieurs mois, on a vu différents articles de presse concernant les incivilités sur Ouascal. Squat de sortie des métros, les tours infernales de l'Orée du Golfe, les incendies du Haut-Vinage. Les réactions de l'équipe municipale en place ont été de budgéter des caméras, d'instaurer un arrêté anti-rassemblement et la possibilité pour le maire de faire des rappels à la loi. Pensez-vous que ce soit les bonnes solutions? Et sinon, quelles sont vos propositions? Alors, vous parlez à un ancien principal de collège qui a été membre pendant très longtemps de cellules de veille à la ville de Tourcoing et à la ville de Marc-en-Barœul pour des raisons professionnelles. C'est là où je travaillais. Donc, je pense que je connais un peu le sujet. Il y a d'abord une chose certaine, c'est que il y a un volet prévention. Et la prévention, ça passe précisément par les contrats d'objectifs qu'on va fixer avec les éducateurs de quartier, les centres sociaux, la MJC, et faire en sorte qu'il y ait aussi des éducateurs de rue pour aller chercher les gamins qui sont dans les entrées d'immeubles. Ça, c'est le premier volet. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Le deuxième volet, je ne suis pas né de la dernière pluie. C'est-à-dire que quand il faut réprimer, quand il faut prendre des sanctions éducatives, il faut prendre des sanctions éducatives. Moi, régulièrement, j'en prenais. Mais il faut le faire intelligemment. Et donc, pour nous, il y a un outil essentiel. Il faut travailler avec la police nationale. Et pour mieux travailler avec la police nationale, il faut mettre en place un conseil de sécurité et de prévention de la délinquance qui fonctionne. Ça veut dire qu'ils se réunissent toutes les semaines. Moi, je me réunissais toutes les semaines avec des éducateurs, avec des policiers,
avec parfois l'association des commerçants du coin, avec des clubs de sport pour analyser des problèmes de la semaine, pour repérer les problèmes et apporter des réponses qui pouvaient être différentes, qui pouvaient être d'ordre éducatif, qui pouvaient être d'ordre social, comme elles pouvaient être d'ordre répressif. Et ça a aidé tout le monde à bien cerner les problèmes. Avant de mettre des caméras, parce que, je suis désolé, une caméra, ça ne protège pas. Ça voit, éventuellement, ça permet de faire une enquête, mais ça ne protège pas. Et toujours est-il, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière ces caméras, sinon elles ne servent à rien. Bah oui, voilà. Exactement. Et enfin, on peut soulager la police nationale de certaines tâches en permettant à des personnels municipaux qui sont assermentés et formés de faire la verbalisation des petits délits sur voie publique tels que effectivement le non-respect du stationnement, de la propreté ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc vous seriez pour l'instauration d'une police municipale? Non. 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 Nous ne sommes pas favorables parce que ça veut dire des gens en plus. Nous disons avec un budget en plus, un budget énorme qu'on avait chiffré, voilà, et on ne peut pas dire d'un côté que. Vous estimez ce budget à combien justement? Alors, on avait fait les police municipale. Vous estimez le budget à combien? Joker, j'ai pas ma fiche, mais je vais vous répondre par mail si vous le souhaitez. On l'avait chiffré en 2014. Ce qui est important, c'est, par contre, nous avons du personnel municipal. On peut, ce personnel, il y a beaucoup de catégories C, on peut envisager une formation pour une partie de ce personnel, et puis, effectivement, progressivement mettre des tâches comme ça. Je voudrais dire que la police municipale, en plus, c'est pas la panacée universelle. Les policiers municipaux ne sont pas des policiers au sens où on l'entend. Ils ont une limitation à leur action. Donc, il ne faut pas jeter de la poudre aux yeux en mettant des mots magiques. Pour moi, police municipale, vidéoprotection, et non pas vidéosurveillance, tout ça, c'est des mots magiques, mais qui se débarrassent du problème essentiel, c'est-à-dire l'humain. Donc, pour vous, mettre une police municipale à Ouascal, c'est irréalisable au niveau budget? C'est irréalisable au niveau budget. Budgétairement, c'est irréalisable à l'heure actuelle, ou alors, il faut dire que soit on renonce à baisser les impôts, soit on renonce à faire des travaux d'urgence, de réhabilitation des écoles dont j'ai parlé. Voilà. Moi, je voudrais dire aussi que il est peut-être important aussi de souligner que les jeunes seraient peut-être mieux justement dans les associations. Si elles avaient des lieux de rassemblement, la jeunesse ne serait peut-être pas dehors. Et par ailleurs, je ne voudrais pas qu'on stigmatise trop cette jeunesse. Il n'y a pas qu'elle qui commet des incivilités dans la ville. Quelqu'un qui stationne sur un stationnement handicapé, il contrevient aux règles communes. Quelqu'un qui ne ramasse pas l'éjection de son chien contrevient aux règles communes, et ainsi de suite. Et parfois, ça peut être une personne de mon âge. Ce que vous préconisez, ça permettrait également la création d'emplois également, avec les différentes catégories. La formation, en tout cas, c'est ce que vous avez dit. Ils sont déjà employés municipaux. Ce sont déjà des gens qui sont employés municipaux. C'est une reconversion d'une partie, sur la base du volontariat, des gens qui sont actuellement employés municipaux. Et par ailleurs, nous pensons qu'il y a un gisement de développement d'emploi dans le domaine de l'encadrement social des jeunes. Justement, en 2014, il y a eu 70 postes municipaux supprimés. Est-ce que cela va continuer? Et quelle est votre politique concernant le personnel municipal? Alors, deux aspects. C'est vrai que ça a été observé par la Cour régionale des comptes, par ce rapport qui est là. Effectivement, la ville de Ouascal a beaucoup de personnel de catégorie C, c'est-à-dire des gens qui ont été embauchés de manière discrétionnaire. Et pas forcément pour remplir. Alors, beaucoup de gens
Je dirais, une grosse... Il y a même eu des contrats pour des footballeurs, pour un certain nombre de métiers comme ça. Donc, il faut regarder de près. Moi, la première des choses, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. Les gens ont un statut. Ce statut doit être respecté. En même temps, ils ont droit à une formation continue et une évolution de carrière. Et l'évolution de carrière, c'est pas forcément à Ouascal. En même temps, si on regarde bien un certain nombre de choses, avec le personnel qu'on a, beaucoup de services sont délégués. La cantine scolaire, la restauration scolaire, c'est délégué à API. Avec quelle qualité, hein, alors que, par exemple, à Lys-les-Hanois ou à Saint-André, qui sont pourtant pas des villes de gauche, ce sont des personnels municipaux qui font la restauration scolaire. On peut comprendre dans ces cas-là, quand il y a beaucoup de services qui sont rendus dans la ville, qu'il y ait beaucoup de personnel. Là, il faut regarder de près. Il manque parfois, dans la ville de Ouascal, certains personnels d'encadrement. Par exemple, il manque un énergéticien pour faire en sorte d'agir pour chasser le gaspillage. Il manque un vrai chasseur de subventions pour la ville. Il y a bien quelqu'un qui a été embauché, mais bon, je pense d'ailleurs qu'il va bientôt prendre sa retraite, mais qui n'était pas forcément pointu. Il manque aussi, par exemple, des gens, une personne qui puisse travailler au service association pour justement mettre en place les conventions d'objectifs qui est le sens des relations avec les associations, qui est le sens de ce que sont les associations pour faire de vrais contrats d'objectifs sous la responsabilité de l'élu délégué. Il manque des cadres dans cette commune. Oui, il manque un cadre aussi au CCAS. Alors, une dernière question. Vous parliez tout à l'heure du CLPD, donc le comité local de prévention de la délinquance. Vous parliez d'éducateurs, donc c'est effectivement, vous disiez que c'était un manque à combler, en tout cas sur la municipalité. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'au niveau de l'insertion des jeunes, il manque quelque chose sur la commune de Ouascal? Tout à fait. Je pense qu'il y a un travail à faire très, très précisément, et donc il faut voir quels sont les acteurs possibles qu'on peut mobiliser là-dessus. Hein. Et je pense aussi que les centres sociaux et la MJC peuvent participer à cette activité. On doit travailler en réseau là-dessus. Participer. C'est le mot, Participer. Alors, oui, j'entends bien. Il y a également la mission locale. Hein, mais pensez-vous réellement que ces structures aujourd'hui soient à même de pouvoir, combler tous les manques? Sont-elles adaptées? Certainement. Sont-elles adaptées également? Aujourd'hui, on voit le rapport concernant Pôle emploi. La mission locale, c'était il y a 2 ans qu'elle s'est fait épingler. Voilà, donc au niveau municipal, est-ce que vous mettriez, vous, quelque chose en place concernant l'emploi et plus sur l'emploi des jeunes? Avant de mettre en place quelque chose, il faut voir les dysfonctionnements. Donc il y a la mission locale Val-de-Marne dans laquelle nous participons. Il faut mettre à plat ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, puis jouer un rôle actif, sachant qu'on n'est pas seul, parce que la situation des Ouascaliens ne va pas se régler qu'à Ouascal, elle serait que dans un bassin d'emploi. Hein. Donc mettons les choses sur la place, et puis associons les gens qui ont des compétences. Maintenant, la mairie, c'est pas elle toute seule qui, en claquant des doigts, va trouver toutes les solutions à tous les problèmes. On voudrait quand même nous insuffler, un partenariat, c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas une relation avec les entrepreneurs de la ville, hein, de façon à faciliter par exemple l'accès au stage des jeunes, voilà. Et également on voudrait organiser, si possible, un forum des jobs d'été, par exemple, pour les jeunes ouascaliens. Et justement, comment faire pour que ces entreprises ouascaliennes embauchent des ouascaliens? Voilà, je crois qu'il faut y aller. Alors,
il faut aller les voir. Ah, maintenant, je vais vous dire une chose. On est parti, On est parti, ouais, justement, parce qu'aujourd'hui. L'employeur, je veux dire, il cherche des personnes en fonction de qualifications précises. Donc ça veut dire qu'il faut toujours viser à ce qu'il y ait quand même, en termes de qualification professionnelle, une meilleure adaptation possible. En même temps, le type d'emploi qui a été créé sous Vignoble à Nicotte, bon, en 15 mois, il ne s'est pas passé quand même grand-chose sur ce niveau-là, et quand même un petit peu compliqué. Actuellement, il y a 6000 Ouaskaliens qui viennent travailler en dehors de Ouaskal, et il y a 10 000 non-Ouaskaliens qui viennent travailler à Ouaskal. En fait, il n'y a que 1600 Ouaskaliens qui travaillent à Ouaskal. Et donc, il faut aussi changer ça. C'est pour ça que nous, on dit l'un des leviers possibles, c'est effectivement la rénovation thermique des logements, l'isolation des logements, parce que ça fait travailler le bâtiment et que si on veut arriver à l'objectif effectivement de diminution de 40%, de 50% des émissions de CO2, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour la facture des ménages. Donc ça, en plus, il y a plein de petites PME dans le bâtiment qui périclitent parce qu'ils n'ont pas actuellement de travail, il n'y a pas de construction quasiment. Travailler sur la rénovation thermique, c'est un levier. Il y a 6000 logements en Ouaskal qui datent d'avant 75 et qui, alors peu ou prou, chacun a essayé d'isoler comme il pouvait, mais vraiment le faire correctement, c'est du boulot pour 20 ans. Et donc, c'est un point important pour l'emploi. De même qu'il n'y a pas assez de commerce de proximité, pas assez de gens qui travaillent dans l'aide aux personnes. Il y a plein de secteurs qu'on pourrait développer pour avoir de l'emploi local avec des Ouaskaliens qui sont employés à Ouaskal. L'écologie crée des emplois. Alors on arrive à la fin de l'émission et je vais vous poser la question. Vous savez, le nom de l'émission, c'est Parole au peuple. Si vous deviez donner justement votre parole au peuple ouaskalien, quelle serait-elle? Je ne ferai pas de promesses déloyales. Je vous demande de participer davantage à la vie publique, de vous impliquer dans les associations, dans les conseils de quartier, qu'on modifiera parce qu'il y a trop de place à la majorité et pas assez de place à l'opposition, il n'y a pas assez de place aux citoyens. Donc, nous ne demandons pas un blanc-seing, nous vous demandons de vous impliquer pour changer ensemble la ville. D'accord, c'est noté. Donc un petit message forcément pour faire entendre votre voix et parce que nous sommes tous concernés par l'avenir de notre ville. Les dimanches 20 et 27 septembre prochains, allez voter. N'hésitez pas également à réagir sur l'émission via les réseaux sociaux et sur les commentaires de la page donc du site internet d'ICAPI. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.
Verts.